Angle droit, c'est dans le rêve. Mais au réveil, je ne sais plus si le terme angle droit, en tant que tel, fait partie du rêve ou de ma technique, presque ma ruse, mon astuce de remémoration. Toujours est-il qu'elle était assise à côté de moi avec les jambes à angle droit et donc dans une posture pas a priori décente, puisque la décence standard prévoit de préférence les jambes jointes, que le vêtement soit la robe ou le pantalon, sinon la petite culotte. Mais dans le cas de figure, elle n'était pas vêtue, ce qui amplifie notablement les complications. Cela embrouille les schémas, suscite des accros et des embarras, parfois bien fâcheux, des impasses dans la translittération. L'angle droit en géométrie est l'angle le plus élémentaire, le plus classique, le plus anodin, le plus rassurant quant aux spéculations, quant au maniement ludique des hypothèses. Mais quand il s'agit de jambes féminines, cette inoffensivité n'est plus vraiment assurée, pour le moins ce qui me concerne. Pour moi, cela suscite le plus souvent une aimantation et donc une focalisation vers le point de la droiture de l'angle, dont la sublime abstraction est remplacée par une sidération spécifique qui, pour moi, ontogénétiquement, s'est mise en place dès l'adolescence et donc dure depuis des décennies. Et même avec l'âge, c'est intensifié et virulenté. Il s'est produit effectivement au fil des années et surtout de ces dernières années une sorte d'amplification, sinon de dramatisation dans les divagations nocturnes autant que diurnes, mais nocturnes surtout, il n'y a pas photo. Le manège magique des manies, et même des érotomanies narquoisement récurrentes, bien que travesties, presque toujours travesties pour mieux passer en fraude, banalisées en quelque sorte quant au premier degré de la représentation, camouflées quant à l'imagerie explicitement énoncée. Pas d'exposition, mais de l'enveloppement et du voilage. J'ai toujours eu des difficultés à transvaser mes rêves de l'opacité nocturne vers la clarté du jour et donc aussi vers le blanc de la page, puisqu'il s'agit de transmuter le flou affrangé des vagues visions dans la rigidité inexorable du lexique et de la syntaxe. D'abord les mots, quels mots choisir, les placer côte à côte, les évaluer, les peser, les contrepeser, les comparer, les mettre en concurrence, leur donner et puis soustraire des chances, les privilégier, les reléguer, les abîmer même, les mutiler, leur faire porter des masques. Puis, une fois la décision, les décisions quant au choix des mots prises, faut encore les mettre en syntaxe. On ne va pas les laisser en rade dans des isolements hypostatiques où ils épuisent inutilement leur potentiel de signification. Je vais parfois en hâte demander conseil quant à la caténation des syntagmes à Paul Nouget, spécialiste avéré des onirismes, sinon même à l'abrupt Louis Scutener. Quand je flanche, j'ai besoin d'être relancé.
et même au milieu d'une phrase, ou encore à ces spécialistes des apartés imprévisibles qu'est Louis Calafert. Sans les tutélaires, rien ne va. Mais leur soutien n'est que rarement efficace. J'en suis réduit à inventer sur le tas, im Eifer des Gefechtes, mes propres trucs et techniques de transfert, de transphasement. Comme dans ce cas-ci, le terme d'angle mort, kleptomanié à Euclide, l'angle formé par deux droites dites séquentes, afin de faire voir, visionner et donc aussi appréhender optiquement, scopiquement, le phénomène anatomique des jambes ouvertes. Dans des situations comparables à celle-ci, on parle de relater un rêve. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis un moment. Beaucoup de ceux qui relatent un rêve vous racontent carrément une histoire. Ils vous récitent des péripéties qu'on peut même subdiviser en chapitres, en séquences. Il y a une progression et des enchaînements, même s'ils sont paradoxaux et illogiques. Rien de tel chez moi. Mes rêves durent 5 à 15 secondes. D'une pièce, d'un jet, d'un jaillissement. Et dans le cas qui, ce matin, m'occupe, car c'est toujours le matin qu'il convient de noter les rêves, noter, c'est ça. Juste noter, il n'y a rien à raconter. Il y avait donc, disais-je, cette femme assise, comme j'ai dit, à côté de moi, et l'insertion du terme euclidien d'angle mort dans ma note, puisqu'il s'agit juste d'une note, faut-il y insister, c'était pour caractériser de la manière la plus simple et précise, presque cartésienne, la posture des jambes. Et je dois ajouter la précision vestimentaire à laquelle j'ai déjà furtivement fait allusion, que la femme ne portait ni robe ni pantalon. En fait, donc, j'étais assis à côté d'une femme nue. La posture n'avait rien d'explicitement intentionnel, genre offrande, invitation ou exhibition. Mais comme je suis particulièrement sensible au point, dans ce cas-ci, où se rejoignent les deux droites, les deux jambes, pour former un angle droit, je me sentais ému et troublé. Et sans que je le veuille volontairement, je sentais comment mon bras droit, malgré moi, quitta son immobilité verticale et amena ma main lentement mais résolument, non sans s'être d'abord enduite d'un chouïa de lubrifiant sur l'index, résolument mais hésitant quand même un peu. Ma main s'avança vers l'endroit anatomique crucial, l'endroit où les deux séquentes se rejoignent. Et juste avant que j'atteigne tactilement mon but, la femme me signifia que non. Et je me réveillai.